La présidente, Mme Cathy Wong. Bonjour à tous et à toutes. Avant de débuter, j'aimerais reconnaître que nous sommes sur un territoire autochtone millénaire, lieu de rencontre et de diplomatie entre les peuples, ainsi que du traité de la Grande Paix. Nous remercions alors la nation Kanien'kehá:ka, les Mohawks, de leur hospitalité en ce territoire non cédé. Je vous invite à un moment de recueillement. Je vous invite à prendre place. Merci. Alors, bonne ouverture de cette séance ordinaire du Conseil municipal. Alors, pour débuter tout simplement, comme la tradition le veut, les célébrations internationales du mois de septembre. Alors, hier, le 15 septembre, la Journée internationale de la démocratie, ainsi que la Journée du transport public, le 15 septembre. Et aujourd'hui, c'est la Journée mondiale sans voiture. Et le 21 septembre prochain, la Journée internationale de la paix. Et le 27 septembre, la Journée mondiale du tourisme. Quelques anniversaires également à souligner pendant le mois de septembre, en commençant le 2 septembre avec Christine Black, le 7 septembre, Sylvain Ouellette et Dominique Perry. Vous partagez la même date. Le 9 septembre, Caroline Bourgeois. Le 13 septembre, Alex Norris. Le 14 septembre, le chef de l'opposition, Lionel Pérez. Et aujourd'hui, la fête de M. Benoît Langevin. Joyeux anniversaire à vous tous et à vous toutes. Alors, sur ça, je vous souhaite une excellente séance et puis nous allons ouvrir avec la période de questions des membres. Monsieur le chef de l'opposition, à vous la parole. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, malgré les belles promesses de l'administration, l'arrivée des trottinettes Lime à Montréal s'est faite dans un certain chaos. Même avec le règlement soi-disant le plus sévère de la planète, Montréal se retrouve aujourd'hui avec des trottinettes garées n'importe comment et des utilisateurs qui ne respectent pas les consignes de sécurité les plus élémentaires. C'est devenu carrément un nouveau mobilier urbain à Montréal. Or, vendredi dernier, la même journée où l'administration annonce qu'elle va adopter des mesures beaucoup plus sévères pour s'attaquer à la délinquance des usagers, on apprend dans cette même comité exécutif qu'elle va autoriser dans un nouvel arrondissement la permission, la capacité d'avoir justement ces mêmes trottinettes électriques, donc celui de Rosemont-la-Petite-Patrie. Autrement dit, Madame la Présidente, les choses vont tellement bien avec les trottinettes Lime que l'administration veut maintenant étendre le service à un nouvel arrondissement. Sérieusement, ils parlent des deux côtés de la bouche, Madame la Présidente. On ne peut pas d'un côté dire qu'il y a des problèmes, on doit sévir, et d'un autre côté l'étendre à notre arrondissement. Comment est-ce que la mairesse elle peut expliquer cette incohérence des plus totales? Merci, Monsieur le chef de l'opposition. Madame la mairesse, à vous la parole. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Écoutez, en effet, moi, je suis satisfaite que notre administration, on ait décidé de travailler en amont, avant même que ces différents modes de mobilité arrivent à Montréal. Et je tiens à mentionner quand même quelque chose d'important, c'est que le fait qu'il soit si populaire, c'est en soi une bonne nouvelle. Ça veut dire que les Montréalais, les Montréalaises ont envie de se déplacer autrement, par exemple, qu'en voiture, donc enlever de la pression sur nos routes. Alors, moi, je veux rappeler à quel point les différentes offres de mobilité, c'est une bonne chose. Après ça, le fait qu'on ait travaillé en amont et qu'on soit capable de s'ajuster, ça montre à quel point on est sérieux, à quel point on prend ça, on veut améliorer le service, mais surtout faire en sorte que tous les usagers de la route se sentent en sécurité et qu'ils se sentent
confortable, entre autres, d'utiliser ces nouveaux modes de déplacement-là. Alors, écoutez, contrairement à ce que dit le chef de l'opposition, moi, je ne vois aucune contradiction. Je pense surtout qu'on est une administration qui est ancrée dans le 21e siècle, qui dit pas non à tout, au contraire, qui se dit, bon, ben, il faut trouver des solutions pour améliorer la mobilité. Alors, moi, je ne vais pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Au contraire, on va continuer à travailler à améliorer les pratiques, responsabiliser les compagnies qui détiennent ces outils-là, ces mobylettes-là, ou encore les trottinettes et les vélos, pour qu'encore une fois, les Montréalais puissent profiter d'une offre de mobilité la plus intéressante possible. Merci. Merci, Madame la mairesse. Monsieur le chef de l'opposition. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la mairesse. Je pense qu'on a une différence d'opinion et définition lorsqu'on parle de travailler en amont. Je me rappelle ce printemps, vous-même ainsi que votre porte-parole sur ces enjeux-là avez dit comme quoi ça va être le règlement le plus sévère, qu'on a fait nos devoirs, on va appliquer les meilleures pratiques et à peine un mois plus tard, vous ravisez le tir. Avec respect, Madame la Présidente, Madame la mairesse, elle fait fausse route sur cet enjeu-là. Nous savons qu'il y a une opportunité, mais est-ce qu'on peut travailler de façon conséquente au lieu tout simplement d'aller en essai-retour à chaque fois? Pour nous, il est clair qu'on avait une opportunité, notamment avec Bixi, comme ça s'est fait plus récemment, à incorporer ça dans un programme public. Alors pour moi, je reviens à ma question, est-ce qu'il y avait vraiment urgence d'agir, d'étendre à Rosemont la petite patrie, sachant qu'il y a des problématiques, que les Montréalais ne sont pas contents, que les compagnies ne sont pas contentes et que vous-même, apparemment, vous n'êtes pas content? Merci, monsieur le chef de l'opposition. Je vous rappelle que le mot « faux » est un mot anti-parlementaire. Madame la mairesse. Bien, écoutez, encore une fois, moi, je suis fière de ne pas être dogmatique. Je suis fière de pouvoir dire on va amener un nouveau service, puis on va s'adapter. Puis pas dire ah ben là, ça se passe de même, moi, j'y touche plus parce que j'ai dit que ça serait de même. Moi, je fonctionne pas comme ça. Je vous laisse ce bout-là. Je vous le laisse entièrement. Moi, je préfère travailler en concertation avec les opérateurs, avec la population, qui, encore une fois, a envie, a un appétit réel pour les modes de déplacement, pour d'autres options. C'est indéniable. Alors, plutôt de dire non, puis je vais reprendre l'expression, de jeter le bébé avec l'eau du bain, peut-être que vous agissez comme ça, pas moi. Moi, je travaille en collaboration et je suis capable de m'ajuster quand c'est nécessaire pour assurer la sécurité puis donner des options de mobilité aux Montréalais. Merci. Merci, Madame la mairesse. La parole à Madame la leader de l'opposition. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Bon après-midi. Soit dit en passant, dans votre allocution introductive, vous avez oublié notre collègue Alain de Souza pour le 25 août. C'était sa fête le 25 août. Ah, mais c'était du mois de septembre que je présentais, c'est pour ça. Mais il n'a pas été mentionné le mois dernier. Je suis désolée, Monsieur de Souza. Joyeux anniversaire, Monsieur de Souza. En retard. Merci, Madame la leader. Alors, Madame la Présidente, le mois dernier, de nombreux citoyens sont venus ici au Conseil municipal exprimer leur mécontentement quant à la tarification globale du stationnement dans l'arrondissement d'Outremont. Ils se sont organisés et ont recueilli suffisamment de signatures, en fait 925, à l'intérieur de 2 semaines, pour se prévaloir du droit d'initiative obligeant la tenue d'une consultation publique à ce sujet. Les résidents d'Outremont font face à une décision arbitraire de la mairie d'arrondissement. Ces citoyens se montrent sceptiques à l'endroit du maire d'arrondissement et de son entêtement à ne pas vouloir déléguer la consultation à un organisme externe. Notre question s'adresse à M. Tomlinson. Compte tenu de l'apparence de partialité de l'arrondissement dans ce dossier, pourquoi le maire refuse-t-il de confier la consultation publique à l'OCPM? Merci, Madame la leader. M. Tomlinson. Madame la Présidente, Madame Boivin-Roy, pardon. Merci de votre question. Plusieurs petits éléments de correction dans votre énoncé. J'ai déjà annoncé que nous allons en effet confier la consultation à un organisme externe. Ça, c'est la première chose. 2, nous ne croyons pas que nous sommes entêtés dans ce dossier-là. Nous avançons en bonne et due forme. L'autre chose, c'est que bel et bien qu'il y ait eu assez de signatures dans le processus de droit d'initiative. Ce document-là en question n'a jamais été déposé à date. Donc, on ne le sait pas.
On sait qu'il y a des documents qu'on peut suivre sur le site Internet pour savoir où nous en sommes rendus au niveau des signatures. Mais encore là, pour que ça soit officiel, il faut qu'il y ait un document officiellement déposé, ce qui n'est pas le cas présentement. Nous attendons toujours à l'arrondissement. Nous avons hâte d'avoir ce document-là pour pouvoir avancer et finalement pouvoir répondre à toutes les questions que les citoyens d'Outremont auraient encore dans ce dossier-là pour bien avancer tout le monde ensemble. Merci. Merci, M. Tomlinson. Madame la leader. Alors, merci, M. Tomlinson, pour votre réponse. Le changement de cap est bien accueilli par l'opposition. Si tant est que vous verrez les résultats de la pétition qui sera déposée, est-ce que l'administration locale est prête à revoir le dossier, d'une part, et d'autre part, quel est l'organisme externe qui va s'occuper de cette consultation publique? Merci, Madame la leader. Monsieur Tomlinson. Merci encore pour la deuxième question. Nous ne savons pas encore quel organisme externe. Nous allons faire appel à des organismes avec qui l'arrondissement traite régulièrement, des spécialistes en la matière de consultation publique. Et dès que nous avons le nom, nous allons vous le transférer sans faute. Merci. Merci beaucoup, M. Tomlinson. Oui, M. Miranda, à vous la parole. Merci, Mme la Présidente. Question pour l'administration, peut-être peut me répondre aujourd'hui ou un autre tantôt. Nous sommes présentement installés des bornes de recharge un peu partout, dont les arrondissements, entre autres. On me donne l'information que 60% des revenus iraient aux concessionnaires des bornes, 40% iraient à la ville, centre. L'électricité et les arrondissements, si on en installe, on déférerait 100% du coût d'énergie. Je voudrais savoir, mon information est-tu bonne? Et si elle est bonne, est-ce qu'on va corriger, faire en sorte que justement les Montréalais ne payent pas pour que les gens se déplacent en véhicule électrique? Là? Merci. Vous pouvez me répondre aujourd'hui? Merci, M. Miranda. M. Caldwell, à vous la parole. Merci, Madame la Présidente. Merci, M. Miranda, pour votre question. Effectivement, on est à regarder les différents paramètres. Vous savez, ça fait l'objet de recommandations de la vérificatrice générale. Nous serons en contact avec votre arrondissement et l'ensemble des arrondissements qui en font la demande pour clarifier cette situation-là. On est conscient qu'il y a des coûts associés en dépenses énergétiques avec ces bornes-là. On est à faire le tri de tout ça. Merci, M. Caldwell. M. Miranda. M. Caldwell, vous me confirmez, parce que présentement, nous en avons acheté. On en achète, je crois, 2 autres ou 4 autres dans mon arrondissement. Est-ce que vous me certifiez que les coûts d'énergie pour ces bornes-là, on va être remboursés? Merci, M. Miranda. M. Caldwell. M. Miranda, comme je vous l'ai dit, vous avez, vous aussi, certainement lu le rapport de la vérificatrice générale qui abordait cette question-là. On est à clarifier l'ensemble des mesures à la satisfaction de tous. Donc, je reviendrai là-dessus. Merci, M. Caldwell. Alors, j'ouvre la période de questions à l'ensemble des membres du Conseil dans 3, 2, 1. M. Rotran, à vous la parole. Et pour Benoît Doré, président du comité exécutif. Le Conseil ne peut pas faire absolument rien concernant les décisions que vous avez imposées en 2018, en 2019, en haussant le budget de la Ville par 5% chaque année, les dépenses de la Ville, même que l'inflation pour les 2 années était un total de 3,2%. Donc, vous avez décidé de hausser le budget 3 fois l'inflation, qui a eu un impact sur l'ensemble des contribuables, mais surtout les locataires, parce que les conciergeries dans le rôle 2016-2019 a haussé plus que la moyenne. Mais jamais comme dans la nouvelle rôle d'évaluation. Dans l'arrondissement Ville-Marie, représenté par Mme Plante, les conciergeries ont augmenté en valeur 34%. 34%, presque 3 fois la moyenne et 4 fois ce qui est la hausse des condos dans le même arrondissement. Dans votre arrondissement et le mien, la hausse est 25%. À Verdun, à Outremont, à Plateau, les locataires
faire face à une grande augmentation des loyers à cause de leur rôle d'évaluation. J'aimerais savoir quelle solution vous proposez, ou est-ce que vous allez dire la même qu'un autre membre du comité exécutif qui m'a choqué quand j'ai le vu sur la télévision l'année dernière, 10 ans, ça coûte seulement 10-15 $ de plus par mois aux locataires. Merci, M. Rotran. M. Doré, à vous la parole. Oui, alors je répète là parce que j'ai l'impression que j'ai entendu un amalgame et je me dis, Madame la Présidente, que j'ai certainement pas entendu ça de la part du doyen du conseil municipal, lui qui doit avoir vu, j'ai aucune idée, 10, 11, 12 dépôts de rôle dans sa vie. Alors, j'imagine qu'il était alerte là sous l'ensemble des 6 SAMR qu'il a pu voir dans sa vie, qu'il n'y a pas de lien sur le pourcentage de hausse des valeurs foncières avec la transposition du même pourcentage pour la taxe. Alors, je ne sais pas si j'ai entendu un amalgame, mais je me dis que j'ai certainement eu une espèce d'hallucination auditive, parce que s'il y a quelque chose qu'on a bien répété la semaine passée, à satiété, sur toutes les tribunes, c'est que les gens n'ont pas à concevoir que si le 13,2 s'applique à leur bâtiment, alors on sait que c'est une moyenne, ça peut être un peu plus haut, ça peut être un peu plus bas, qu'ils n'auront pas 13,2 de hausse de taxes. On a pris l'engagement très ferme la semaine passée que la hausse de taxes pour la portion qui est sous le contrôle du conseil municipal sera de 2 Et on nous a demandé également, est-ce que vous, les mairies, vont prendre également cet engagement de faire les taxes à 2 Moi, je vous dirais qu'on va effectivement, globalement, suivre l'inflation. Est-ce que ce sera la même chose de l'ensemble des autres mairies? J'ai aucune idée. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est suivre l'inflation, et puis c'est très ferme, 2 pour ce qui est de la portion qui est sous le contrôle du conseil municipal. Alors, il ne faut pas crier au loup. Il ne faut absolument pas faire péril à la demeure. Absolument pas, il n'y en a pas. Alors, c'est pas ce que je dis en conclusion. Merci, M. Doré. M. Rotran, à vous la parole. Madam President, I'm pretty shocked with the answer. The party that forms the administration often pretends to be Quebec Solidaire Light in this council and pretends to be on the side of those with the least income. At the very least, I would imagine my colleague would understand that a 2% increase with the displacement of tax out of the commercial sector to the residential sector, particularly to tenants in apartment buildings, even at 2%, is not going to be a 2% increase in rent. It's going to be higher than that. I would have imagined at least a promise to spread out the evaluation role, étalement de rôle d'évaluation, a promise for at least a 0% budget, and a promise to seek tools from the government of Quebec to charge a different rate, substantially lower, for apartment buildings and for other residential property. I'd like to know what Mr. Doré is going to stand on the position that he gave in council now and hit most low-income tenants in this city with a rent increase, or whether he will give consideration to my proposals. Merci, M. Rotran. M. Doré. Je suis vraiment désolé d'avoir scoopé monsieur le doyen, M. Rotran, la semaine passée, quand j'ai moi-même annoncé en premier qu'on allait faire l'étalement donc du rôle. Et M. Rotran qui dit « Ah, merde! » Moi, ça se dit pas, merde, oui. Je l'ai retiré tout de suite. Mais c'est ce qu'il s'est dit. Il l'a pas écrit. Il l'a pas écrit. Mais il a répondu sur Twitter. C'était mon idée de le proposer. J'espère qu'en conseil, vous allez m'écouter. Alors, ben oui, je vous ai écouté, mais on y avait pensé avant. Alors, effectivement, on va faire comme plein d'autres administrations avant. On va effectivement étaler les hausses. Pourquoi? Parce que ça fait en sorte que pour les gens qui ont cette hausse et qui sont au-dessus, effectivement, de la moyenne, ça se traduit en un peu plus, effectivement, de taxes et on va pouvoir étaler cela. Et l'avantage, nécessairement, puisque c'est un déplacement fiscal, mais pour les gens qui vont avoir une maison qui croît moins vite que le reste et donc qui vont avoir une hausse de taxes moindre que la moyenne, ben, ils la verront, ils pourront l'avoir sur 3 ans. Mais effectivement, on l'a annoncé à ce moment. Merci, M. Doré. La parole à M. Salem. Oui, merci Madame la Présidente. En fait, ma question va porter sur le bilan routier de cette année. L'année 2018 a été catastrophique au niveau des accidents mortels à Montréal. 18 piétons et 3 cyclistes sont décédés sur nos rues.
Ces chiffres dépassaient alors tous les bilans des 5 dernières années. Devant ce triste constat, la mairesse se disait à la recherche de solutions créatives aux problèmes de partage de la route. Force est de constater que le bilan 2019, à ce jour, n'est guère plus reluisant. Et j'aimerais juste vous dire, rien que vendredi dernier, à l'école de ma fille, il y a eu 4 blessés, dont une jeune de 10 ans qui s'est fait fracturer la mâchoire. De toute évidence, vos solutions créatives ne fonctionnent pas. Quand vous étiez dans l'opposition, votre parti était prompt à critiquer, à dénoncer. Vous parliez même d'hécatombe dans les rues de Montréal. Madame la mairesse, ça fait bientôt 2 ans que votre parti est au pouvoir, 2 désastreuses années. Dans les derniers mois, votre administration a refusé d'implanter les barres latérales sur les camions. Elle a refusé même de réduire le temps de traverse à certaines intersections. Est-ce que cette administration peut nous dire quels gestes concrets, pas des slogans, des gestes concrets a-t-elle mis en place pour prévenir ces accidents? Merci, Monsieur Salem. Monsieur Caldwell, à vous la parole. Monsieur Salem, merci beaucoup de votre question. Un geste concret, de un, a été de transformer le slogan Vision Zéro en une équipe de travail, une force de travail avec un PTI associé pour le réaménagement des intersections, pour des programmes de sécurisation des abords des écoles et pour une équipe dédiée de professionnels à l'avant-garde qui font l'analyse des différentes situations et qui dégagent des constats, des conclusions pour guider l'ensemble des équipes de la ville, que ce soit en arrondissement, que ce soit à la ville-centre, les équipes qui dessinent les rues, les équipes qui font la gestion des chantiers, nos différents partenaires, que ce soit le monde des piétons, le monde cycliste, du transport routier, de la STM, pour arriver à des consensus et un plan d'action dont on a accouché l'an passé et qui amène comme mesure concrète un programme de réaménagement des abords des écoles, une priorisation à la sécurité des plus vulnérables dans tous les travaux de la ville, une révision dont on pourra discuter bientôt de l'ensemble de la programmation des feux pour la sécurité des plus vulnérables et surtout, arrêter de se mettre la tête dans le sable et de se dire que si on assiste fatalement à la progression du transport classique, sans miser sur le transport actif, sans miser sur le transport collectif, il y aura toujours plus de monde dans nos rues, toujours plus d'autos dans nos rues, toujours plus d'accidents, puis il n'y a rien qui va se passer. C'est ça nos gestes concrets. Merci, M. Caldwell. M. Salem, à vous la parole. Merci, Madame la Présidente. J'ai de la peine à comprendre la réponse. Parce que, en fait, dans la campagne électorale, la dernière campagne électorale, la mairesse, elle était très claire. Elle s'est engagée à sécuriser toutes les intersections jugées dangereuses durant la première année de son mandat et d'intervenir rapidement sur les lieux des accidents. Sur les trentaines d'intersections mortelles des 2 dernières années, est-ce que l'administration peut nous dire combien celles-ci ont été réaménagées? Merci, M. Salem. M. Caldwell. Nous avons mis en place une équipe d'analyse de collisions mortelles, une analyse qui va sur le lieu de chaque accident, qui dégage des conclusions claires sur ce qui est plus efficace. Est-ce que parfois, c'est déplacer une piste cyclable d'un côté de rue, de l'autre, comme on l'a fait? Est-ce que c'est le réaménagement physique? Est-ce que c'est la reprogrammation des feux? Est-ce que c'est l'implication, comme on a fait, des communautés riveraines dans la compréhension de l'intersection en modulant les temps de passage parce qu'il y a des personnes aînées? On a fait beaucoup d'interventions, on continue à le faire en amont et, on l'a annoncé, il y a le guide d'implantation des feux piétons qui nous permettra de rehausser les standards à toutes les intersections de la ville pour plus de sécurité aux piétons. Merci beaucoup, M. Caldwell. La parole à Mme Rossi. Allô? Oui, bon. Merci, Madame la Présidente. Alors, Madame la Présidente, il y a 1 an, nous avons présenté une motion au Conseil municipal pour demander plus de brigadiers scolaires afin de sécuriser les rues près des écoles pour la rentrée. L'administration a choisi de traiter du sujet à l'intérieur de la Commission de la sécurité publique. Cette commission a par la suite adopté des recommandations que nous avons trouvées décevantes parce qu'elles ne comprenaient aucun engagement à augmenter le nombre de brigadiers. Pourtant, le président de la commission, M. Norris, a dit, et je cite, « Il est clair en lisant les recommandations que nous visons une augmentation du budget attribué aux brigadiers scolaires. » Fin de la citation. Ce n'est pas clair du tout, M. Norris.
À Montréal-Nord, par exemple, nous avons demandé deux nouveaux brigadiers et ça nous a été refusé par le SPVM. Alors, l'administration peut-elle nous dire précisément combien de brigadiers scolaires supplémentaires ont été embauchés pour combler les besoins de la rentrée 2019-2020? Merci beaucoup, Mme Rossi. Monsieur Doré. Beaucoup, Madame la Présidente. Alors, ma collègue a quand même assez d'expérience là, pour savoir que il n'appartient pas à la Commission de prendre l'engagement de hausser le nombre et d'en donner, le nombre. L'engagement en revient à l'administration. Donc, l'administration a reçu ce rapport, reçu les différentes recommandations, a travaillé avec le SPM. Le SPVM est en train, en ce moment, de faire les différentes analyses. On se souviendra, Madame la Présidente, que lorsqu'on a décidé d'aller de l'avant avec la motion de l'opposition officielle, c'était la première fois d'ailleurs qu'une administration s'enquérait autant de la situation pour voir s'il existait bel et bien un moratoire. Et c'est ce que nous avions fait. Et on s'était aperçu, effectivement, on s'était pas laissé, comme les années passées, se faire dire quelque chose sans vérifier. Alors, une fois qu'on savait qu'il n'y avait pas de moratoire, qu'on pouvait l'engager, qu'on pouvait en engager davantage, on s'est dit, sur quelle base rationnelle allons-nous engager de ces nouveaux brigadiers, de ces nouvelles brigadières? Le travail est en train de se faire avec le SPVM suite aux recommandations de la Commission et je vous invite à suivre le budget, les travaux du budget qui s'en viennent bientôt. Merci, M. Doré. Mme Rossi. Merci, Madame la Présidente. J'entends bien ce que mon collègue dit. Par contre, la rentrée a lieu. La rentrée est déjà faite. Comme je vous dis, Montréal-Nord a fait ses demandes. Et pourtant, dans l'est de Montréal, là, on sait que s'il y a un besoin criant de locaux, c'est parce qu'il y a une augmentation marquée de jeunes. Ces jeunes-là, là, ils ne se téléportent pas. Ils prennent les rues, puis, et ça nous a été refusé. Parce que sur papier, les critères ne fonctionnent pas. Pourtant, les deux coins où on les a demandés, là, c'est vraiment des coins extrêmement dangereux. Je suis vraiment très préoccupée. Là, je vous parle juste de Montréal-Nord. Ces deux coins-là, on parle des écoles là, qui frôlent les 800-900 enfants pour des écoles primaires. Et en conclusion? Alors, est-ce que l'administration peut s'engager à ce que les recommandations qui ont été faites, à nous dire que vraiment, il va y avoir des embauches et le nombre qu'on va avoir? Est-ce qu'on peut avoir des chiffres précis? Merci, Madame Rossi. Monsieur Doré. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je ne peux pas donner à ce moment-ci des nombres précis. Ceci dit, je peux prendre l'engagement qu'il y aura embauche, ça c'est sûr et certain. Et d'autre part, on peut aller plus loin. Vous êtes préoccupé par la situation dans votre coin. Vous dites qu'il y a des coins qui sont dangereux. Ma collègue Rosannie Filato, je l'ai vu prendre des notes. Elle va travailler avec les SPVM et regarder qu'est-ce qui peut être fait pour votre coin. Alors, dans la situation actuelle des choses, c'est pas parce qu'on a dit qu'on allait engager des gens qu'on ne peut pas corriger des situations actuelles. Elle en a pris bonne note et puis on va regarder ce qui sera pour votre coin parce qu'effectivement, si vous êtes préoccupé, on l'est tout autant d'entendre que ce sont des coins qui sont dangereux. Alors ça, même si on ne procède pas à l'embauche dès maintenant, on peut faire des choses. Mme Filato va faire le suivi auprès de vous et du SPVM. Merci, M. Doré. La parole à M. Sari. Merci beaucoup, Madame la Présidente. L'administration demande ce mois-ci aux élus d'accorder un soutien financier substantiel, un soutien de quand même de 975 000 $, dont 375 000 $ cette année, 2019, et un 600 000 pour l'année 2020 pour le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence, notamment dans le but de réviser son mandat. À la lecture du dossier décisionnaire, on apprend beaucoup plus sur ce nouveau mandat du centre qui ressemble étrangement à l'ancien, soit dit en passant. On apprend aussi qu'une entente de partenariat a récemment été signée entre le centre d'un côté et le service de police de la ville de Montréal, la Sûreté du Québec et la GRC d'un autre côté. Madame la Présidente, à l'origine, le centre devait avoir une complète autonomie à l'égard de ses corps policiers afin de préserver la confiance de la population et d'assurer la confidentialité des témoignages recueillis. On a du mal à comprendre ce changement d'orientation qui pourrait compromettre le lien de confiance que le centre a mis des années à bâtir avec les citoyens. Ma question, Madame la Présidente,
compte tenu de ce rapprochement avec le corps policier, comment va-t-on encourager les citoyens qui ne souhaitent pas se tourner vers les institutions policières à utiliser les services du centre? Merci. Merci beaucoup, M. Sari. Madame Filato, à vous la parole. Ça fonctionne? Oui. Merci, Madame la Présidente. Merci à M. Sari pour la question. On est très fiers des efforts du Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence. Tout le travail qui a été fait de façon intérimaire avec la direction et le conseil d'administration intérimaire. Ce qu'il faut être clair, c'est que le mandat du centre, la mission du centre n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est la façon que le centre va travailler, la façon que le centre va travailler avec tous les partenaires, dont le SPVM. Donc, la confidentialité pour les citoyens et les citoyennes est garantie. C'est certain. La ligne téléphonique qui est extraordinaire, qui est un outil extraordinaire pour les populations plus vulnérables qui ont besoin d'un accès au centre de façon confidentielle, demeure, c'est clair. C'est certain que le centre, maintenant, va prendre une approche qui est plus communautaire, donc moins institutionnelle, mais les autres partenaires institutionnels vont demeurer. Ce qu'on voulait éviter, c'était des dédoublements d'actions, et c'est ce qu'on fait avec ce soutien. Merci. Merci, Mme Filato. Monsieur Sari, à vous la parole. Parlons des doublements. Parlons des doublements un peu d'action. Sérieusement, le centre, s'il avait, comme vous l'avez bien mentionné, chers collègues, c'est qu'il avait certaines indépendances. Il donnait certaines confiances. Ceci dit, dans le passé, les corps policiers ont essayé quand même d'avoir des accès aux données, d'avoir des accès à l'information, que le centre a essayé d'avoir certains privilèges. Ma question était très claire. Par rapport aux ententes dont on parle avec les corps policiers, chers collègues, est-ce que l'administration peut affirmer clairement qu'il y aura toujours une indépendance, pas de collaboration sur les informations, aucun partage de l'information, à part s'il est vraiment menant à une certaine violence imminente? Est-ce qu'on peut avoir cette confirmation de votre part afin de donner certaines quiétudes à nos citoyens afin d'utiliser les services du centre? Merci. Merci, M. Sari. Mme Filato. Merci, Madame la Présidente. Donc, je vais réaffirmer clairement que tout ce qui va être dévoilé va demeurer confidentiel. C'est ce que le CPRMV a affirmé, à moins, évidemment, d'obligations légales ou autres. C'est tout à fait normal. Je réitère, et notre administration ne va pas s'ingérer dans le travail que le conseil d'administration a fait, le conseil d'administration intérimaire ainsi que la direction intérimaire. Ils ont fait un travail extraordinaire dans les derniers mois suite au rapport du contrôleur général. Donc, on est très fiers du travail qui a été fait. Toutes les actions vont demeurer des actions qui sont communautaires, près des citoyens, des actions de prévention, de sensibilisation, et ils vont travailler très étroitement, autant avec le SPVM, la GRC, que tous les partenaires institutionnels, comme le CIUS de l'Ouest de l'île. Donc, je tiens à réitérer, je fais un appel à toutes et à tous, à tous les citoyens et les citoyennes. Si jamais vous avez des proches qui ont besoin d'aide, la ligne téléphonique du CPRMV est disponible. Merci, Mme Filato. Alors, ceci termine la période de questions des membres du Conseil. Mme la leader. Présidente, appuyée de mon collègue Francesco Miele, nous demandons une prolongation de 15 minutes. Monsieur le leader, parfait. Alors, 15 minutes. Monsieur Langevin, à vous la parole. Madame la Présidente, beaucoup d'élus dans cette Chambre ont eu ou ont des enfants en bas âge. J'ose imaginer que chacun des élus ayant des enfants voit à leur sécurité et leur demande de porter le casque lorsqu'ils font du vélo. Dans le présent Conseil, nous présentons une motion sur l'obligation du port du casque pour les moins de 18 ans. Cette proposition s'inscrit directement dans les objectifs de la Vision Zéro, c'est-à-dire réduire les accidents graves et les décès. On connaît bien la position de Projet Montréal, calquée sur celle de Vélo-Québec. Pour des gens qui aiment rappeler à chaque occasion qu'ils privilégient la science, je vous recommande d'étudier les données du Dr Wassanji, une référence en matière de traumatologie infantile au Québec. J'ai entendu la mairesse dire nous, on ne dit pas non à tout, OK? Dire non ou jeter le bébé de l'eau avant du bain,
Ma question, Madame la Présidente, l'administration révisera-t-elle sa position contre l'obligation du port du casque pour les mineurs en appuyant notre motion? Merci. Merci, M. Langevin. Oui, alors, Madame Giguère. Je ne suis pas certaine de la procédure, Madame la Présidente. Est-ce qu'on doit débattre du dépôt d'une motion qui est prévue pour demain en avance puisque la question a été posée? Oui. Mais pour faire ce cours, oui, on a effectivement pris connaissance des travaux du docteur, du médecin dont vous parlez. On l'a même rencontré la semaine dernière. Donc, il y a des éléments peut-être nouveaux qui ont trait à ce qui se passe pas sur la rue Sherbrooke, des formations municipales locales, non, dans la ville de Sherbrooke. Par contre, à ce stade-ci, ça n'a pas changé notre position. Et on vous présentera demain peut-être l'argumentaire, parce que votre réponse, votre question, c'est est-ce qu'on a changé d'idée? La réponse est non. À ce jour, les arguments sont pas arrivés à nous convaincre. Simplement aussi parce qu'en fait, le débat perdure. Il y a une position, il y a une expérience qui a été en cours là, dans la ville de Sherbrooke, mais d'autres médecins, d'autres scientifiques qui sont à la direction de la santé publique à Montréal continuent de croire que ce n'est pas une bonne idée pour toutes sortes de raisons. Donc, on devrait maintenir notre position et voter contre votre motion, mais lorsqu'elle sera présentée, je vous ferai une meilleure présentation de notre argumentaire pour soutenir notre position. Merci, Mme Giguère. Monsieur Langevin, à vous la parole. Quand un docteur de cette trempe-là, M. Osenji, recommande quelque chose, chiffre à l'appui, nouvelle information, j'espère juste que demain, vous aurez l'ouverture de reconsidérer et de ne pas nécessairement juste se fier sur un groupe d'influence comme Vélo-Québec. Merci. Merci, M. Langevin. Mme Giguère. Ce sur quoi on s'appuie, c'est sur un rapport de la santé publique qui est paru en 2016, qui est très, très clair à cet effet, qui a des données assez solides. Donc, le groupe d'influence dont vous parlez s'appuie lui aussi sur ces études-là. Ce que ce rapport dit, et qui est vraiment très, très clairement énoncé, c'est que la chose la plus importante à faire, si on a la sécurité et la santé, non seulement des enfants, des mineurs, mais de tous les usagers de la route, c'est d'abord de diminuer les volumes, les débits de véhicules qui roulent sur nos rues, c'est de diminuer la vitesse de ces véhicules-là et de faire des aménagements en conséquence. Ce que nous, on fait, ce qu'on fait dans nos arrondissements, ce qu'on fait de façon très sérieuse à l'échelle de la ville, en ce moment, comme vous le disait mon collègue Caldwell tout à l'heure, donc il faudrait commencer par favoriser et appuyer tous ces changements-là si on a vraiment la santé et la sécurité des enfants à cœur. Merci beaucoup, Mme Giguère. La parole à Mme Fumagalli. Merci, Madame la Présidente. Donc, il y a moins d'un an, la communauté métropolitaine de Montréal a adopté une déclaration citoyenne universelle d'urgence climatique sur la nécessité de réduire rapidement les émissions de gaz à effet de serre. Des milliers de personnes se mobilisent en vue de cette manifestation citoyenne pour le climat le 27 septembre prochain pour exiger des actions transformatrices. Et notamment, il y aura Greta Thunberg qui y sera. Il n'y a pas plus d'une semaine, Greta Thunberg a dit lorsqu'elle était à New York, « Si nous pouvons sauver des banques, alors nous pouvons sauver la planète. » Elle a ajouté, « L'argent est là. Ce dont nous avons besoin maintenant est la volonté politique et sociale pour le faire. » Thunberg est d'accord avec la Montréalaise Naomi Klein, qui, elle, a démontré que la seule façon d'adresser le problème des changements climatiques, c'est en s'attaquant aussi aux inéquités sociales en même temps. L'augmentation des gaz à effet de serre est à l'origine des changements climatiques auxquels nous assistons présentement et qui sont responsables de l'augmentation des températures et de la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes. Au Québec,
Le transport est responsable de 43 % des émissions totales de gaz à effet de serre. Comme nous le savons très bien, à cause de l'augmentation des coûts du transport en commun, beaucoup de Montréalais et de Montréalaises ont de la difficulté à payer pour leurs déplacements. Je pense que nous pensons tous qu'il est temps de passer aux actions concrètes transformatrices pour le climat. Donc, ma question. Comme nous souhaitons tous et toutes éliminer les émissions de gaz à effet de serre et que ces dernières émanent en grande partie des voitures, 5,4 millions des déplacements quotidiens se font en automobile, êtes-vous prête, Madame la mairesse, à poser un geste concret à rendre le transport en commun gratuit afin de rendre accessible au plus grand nombre? Merci, Madame Fumagalli. Monsieur Cadwell, non? Oui. Oui. Allez-y. La première chose, c'est s'assurer d'avoir un transport en commun qui puisse répondre à la demande. On a vécu des années de coupures en investissement et en planification dans notre système de transport en commun. Oui, il faut, pour répondre à nos défis environnementaux, que clairement, le transfert modal vers le transport en commun soit la tendance lourde. Pour ça, ça veut dire qu'il faut réinvestir dans l'augmentation du service, ce qu'on fait. Avec l'arrivée des 300 autobus, il faudra continuer. Ça veut dire qu'il faut se réapproprier la planification de grands projets de transport collectif pour avoir cet effet de masse, pour transporter plus de personnes en transport collectif. La solution que vous nous amenez amène à une conclusion qu'il y aura plus de gens qui vont prendre le transport collectif. Ce qu'il faut faire, c'est s'assurer qu'ils puissent le prendre avec un transport collectif efficace. Ça passe par toutes nos représentations auprès des paliers supérieurs, comme la mairesse l'a fait ce matin, pour un investissement vers la mobilité durable, envers le transport collectif, une meilleure planification, aller rejoindre des quartiers qui sont mal desservis, offrir un meilleur service. Bref, que ce virage-là vers le transport en commun, il se fasse, que de plus en plus de gens le prennent. Donc, c'est la voie que nous prenons parce qu'il faut résolument bonifier le transport collectif et que résolument le transport collectif reprenne sa place de choix dans la planification de la mobilité à Montréal. Merci, M. Cadwell. La parole à Mme Fumagalli. Eh bien, M. Caldwell, merci de votre réponse. Et effectivement, il faut bonifier tous nos services en transport en commun, mais je répète, à terme, il faut viser pour la gratuité des transports en commun pour augmenter l'utilisation. Merci. Merci beaucoup, Mme Fumagalli. La parole à M. Miele. Merci, Madame la Présidente. Alors, Madame la Présidente, tout le monde le sait maintenant, une crise sévit à la Corporation de gestion des marchés publics de Montréal. Le mois dernier, nous avons soulevé la question en conseil. Le responsable au comité exécutif nous a répondu avec sa verve habituelle « Vous ne nous apprenez rien ». Mais une chance, et surtout on le sait qu'on ne vous apprenait rien. Et maintenant on le sait d'autant plus parce que, Madame la Présidente, l'administration avait entre ses mains un rapport du contrôleur général sur le sujet daté de décembre 2018. Cela fait donc 9 mois que l'administration de Projet Montréal détient ce rapport du contrôleur qui demandait pourtant une action rapide de la part de la Ville de Montréal. Qu'a fait l'administration pour amoindrir les conséquences? Qu'a fait l'administration avant la sortie, depuis la sortie de ce rapport plutôt? Rien à notre connaissance, rien selon la réponse qui nous a été donnée le mois dernier. La situation a plutôt dépéri et maintenant, elle nous éclate en pleine figure. Madame la Présidente, pourquoi l'administration de Projet Montréal a-t-elle attendu d'être au pied du mur et attendu surtout 9 mois et une démission en bloc du conseil d'administration avant d'agir? Merci, M. Miele. M. Baudry, à vous la parole. Bonjour, Madame la Présidente. Merci beaucoup, M. Miele, pour votre question. Madame la Présidente, nous n'avons pas attendu, justement. Nous avons travaillé directement avec la Corporation des marchés publics dès que nous avons eu en main le rapport du contrôleur général. Ça s'est fait dans un premier temps en répondant à certaines demandes qui étaient une implication directe du service du développement économique et de son élu responsable dans le dossier, qui était donc moi-même. J'ai eu plusieurs rencontres avec la direction, la nouvelle direction qui était Mme Isabelle Laliberté, qui est toujours Mme Isabelle Laliberté, pour travailler sur les enjeux de gouvernance, parce que c'était l'enjeu principal qui faisait en sorte que la gestion des marchés publics n'allait nulle part. Donc, il fallait vraiment revoir le conseil d'administration,
Chose qui a été faite en partie. En fait, on a recruté de nouveaux membres au sein du conseil d'administration. C'était des membres démissionnaires qu'il y a eu dernièrement. Ensuite, d'apporter dans la gouvernance beaucoup plus d'équité aussi, d'avoir des personnes de l'externe, avoir beaucoup plus moins de gens jugés partis sur le conseil d'administration. Donc, une transformation au niveau des statuts et règlements qui a été apportée avec notre soutien, avec notre appui par la corporation qui, je le rappelle, est un OBNL qui doit faire cette transformation d'elle-même. Donc, elle a répondu jusqu'à la démission à toutes nos demandes. Ce qui est arrivé par la suite, il y a eu des enjeux où les gens ne se sont pas sentis en sécurité pour poursuivre la transformation qui avait été engagée. D'ailleurs, je tiens aussi à préciser qu'on a financé la corporation pour aller chercher des meilleures pratiques au niveau de la gestion des marchés publics dans une mission à Londres. Donc, ça, on l'a fait aussi à travers en conclusion qu'on a fait. Mais on était, nous sommes toujours avec la Corporation des marchés publics pour avoir un conseil d'administration et en conclusion avec des gens du milieu, avec des gens aussi de la communauté civile, et nous allons continuer à le faire. Merci, M. Baudry. M. Miele, à vous la parole. Merci, Madame la Présidente. Si l'administration nous répond qu'elle avait débuté à travailler, qu'elle avait commencé justement à mettre en place un plan d'action suite au rapport du contrôleur général, est-ce qu'on est en train d'admettre qu'il y a eu un échec de la part de l'administration et ce qui a résulté dans une démission en bloc de la part des membres du CA? Qu'est-ce qui fait qu'un CA démissionne en bloc pour manifester un désarroi sur ce qui ne fonctionne pas? Madame la Présidente, ma question, comment cette administration va-t-elle s'assurer d'un maintien d'une vocation cruciale que a le marché Jean Talon, a le marché et les marchés publics en général dans nos quartiers, une vitalité économique importante et non seulement un volet touristique. Alors, comment cette administration s'assurera-t-elle de pérenniser la vocation d'origine des marchés publics? Merci, M. Miele. M. Baudry. C'est actuellement ce que nous sommes en train de faire. Et si un conseil d'administration démissionne en bloc, Madame la Présidente, c'est parce qu'ils se sentaient intimidés, parce qu'ils avaient peur, parce qu'il y avait des enjeux graves qui se passent actuellement au marché Jean Talon et qu'il y avait des inquiétudes pour leur intégrité personnelle. Et ça nous a été envoyé par lettre. Donc, nous avons entendu cet appel à l'aide-là. Nous travaillons toujours avec la Corporation des marchés publics. Comme je l'ai dit, maintenant, c'est le développement économique qui est sur leur dossier, non pas seulement le SGPI, comme c'était à l'époque des anciennes administrations. Donc, on a un travail à faire, on va continuer à le faire et on va le faire avec la Corporation des marchés publics, justement parce que nous, les marchés publics, on y croit et on veut son plein potentiel et son plein développement. Merci. Merci beaucoup, M. Baudry. La parole à Mme Deros. Merci, Madame la Présidente. En mars dernier, l'administration a annoncé l'adoption de plans d'action Vision Zéro. Sortie médiatique après sortie médiatique, on n'attendait parler que de l'importance d'adopter un plan qui permettrait de garantir la sécurité des Montréalaises. 5 mois plus tard, on se demande où sont passées ces belles promesses, Madame la Présidente. Dans mon arrondissement, il y a 2 croisements qui figurent parmi les plus dangereux du territoire. Dangereux pour tout le monde, voitures, cyclistes, piétons, surtout les personnes âgées et à mobilité réduite. Je parle de croisement Jean Talon, Hutchison et Jean Talon, avenue de Parc. Ce sont des coins de rue très achalandés qui nécessitent la révision de partage de la route et de la minuterie pour les piétons. Quand est-ce que l'administration va enfin se décider à agir et mettre en place des mesures concrètes comme la révision de croisements dangereux? C'est un enjeu prioritaire pour les citoyennes. Merci. Merci, Madame Deros. Oui, Monsieur Caldwell. Merci, Madame Deros. Je sais votre engagement très sincère sur la sécurisation des intersections dans votre district. On a eu la chance d'en discuter et, comme vous le savez, les professionnels de votre arrondissement et ceux du Central travaillent ensemble justement parce que les solutions, au-delà de dire qu'on fait quelque chose, il faut les meilleures solutions, les plus efficaces. Et vous savez comme moi les différents défis que ça amène du trafic qui
qui crée d'autres effets de congestion des voies de contournement, qui amènent d'autres enjeux de sécurité. Alors, je remercie d'ailleurs vos professionnels en arrondissement d'y travailler avec autant de diligence, avec nos professionnels du Central. Et comme je vous l'ai dit la dernière fois qu'on s'est rencontrés là-dessus, effectivement, il y a des enjeux, il y a des problèmes, et on va les régler, mais on va le faire avec vos professionnels en arrondissement et partageons ensemble ce fardeau-là plutôt que d'essayer de se le distribuer. Merci, M. Caldwell. Alors, c'est tout le temps que nous avions pour la période de questions des membres du Conseil. Alors, je ne pourrais pas prendre votre deuxième question. Désolée, Mme De Ross. Sur ça, je vais passer la parole à M. le leader de l'administration pour l'ordre du jour. Madame la Présidente, ça nous amène au chapitre 3, l'item 301, qui est l'adoption de l'ordre du jour, avec quelques petits changements. Le premier est un ajout en 705 de rapport de mi-année de la vérificatrice générale, si je ne me trompe pas, de l'inspectrice générale, pardonnez-moi. Alors, rapport de mi-année de l'inspectrice générale en 705. Et il y aura modification de séquence pour quelques items, dont 4301 qui sera appelé immédiatement après ce point, et les 1503 et 1502 seront appelés successivement à 14h30 et 1501 sera appelé à 20h30. Parfait. Merci beaucoup, M. le leader. Oui, bien sûr. Je m'excuse, M. le greffier. Je suis appuyé par M. Doré, bien entendu. Merci, M. le leader. Alors, l'ordre du jour est adopté. Alors, cela nous amène, Madame la Présidente, comme je viens de vous le mentionner, à l'item 4301, qui est avis de motion, dépôt et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement 16-082, tenu d'une consultation publique ». Madame la mairesse, à vous la parole. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, je tiens à, bien sûr, inviter l'ensemble de mes collègues à voter pour cet avis de motion, qui est un changement au règlement, et pour vous situer un peu, peut-être pour nous rafraîchir la mémoire, parce que c'est un dossier qui dure depuis de plusieurs années. C'est concernant le site du Children. Si vous vous souvenez bien, ça a été voté lors de la précédente, dans le mandat de la précédente administration. Et ce projet visait, bien sûr, à redévelopper le site de l'ancien l'hôpital, l'ancien hôpital pour enfants, ce qu'on appelle le Children. Et à ce moment-là, dans l'arrondissement de Ville-Marie, bien que les gens ont reçu avec, comment dire, un bon accueil l'idée de redévelopper ce site, il y avait énormément de préoccupations, beaucoup au niveau de la densité, parce que le projet qui était présenté, c'était des grandes tours. Ça allait 6 tours qui vont être construites sur le site de l'ancien hôpital pour enfants. Et une des préoccupations qui a été le plus souvent mise de l'avant par la population, mais par les groupes également, et par, je vous dirais, ça dépassait même l'arrondissement de Ville-Marie, c'est la nécessité d'avoir du logement abordable et social. De faire un vrai projet qui allait s'intégrer dans la trame urbaine de l'ouest du centre-ville, là où il manque cruellement de logements abordables et social. Cruellement. Et lorsque ce projet a été présenté, en fait, il est allé en consultation et l'OCPM a donné des recommandations, dont une très, très importante, à savoir que la construction de la 6e tour devait nécessairement avoir du logement social. Il le fallait, justement pour venir répondre aux besoins de la population. Il y a donc eu un contrat social qui s'est établi entre les promoteurs qui ont entendu, n'est-ce pas, qui ont entendu l'OCPM. Nous l'avons entendu, nous, tous les élus ici réunis. Nous avons entendu qu'il était important de respecter un contrat social entre ceux qui souhaitaient développer ce site et l'ensemble de la population, du logement social. Eh bien, voilà que plusieurs années plus tard, on en arrive à une situation où il n'y a toujours pas de logement social prévu dans la 6e tour de l'ancien hôpital pour enfants. C'est triste. C'est extrêmement dommage. Pour moi, ça va à l'encontre du travail de chacun d'entre nous qui souhaitons, dans nos arrondissements, dans nos districts, offrir les meilleurs projets. On le sait, chacun d'entre nous, on doit toujours se pencher sur tous les projets immobiliers et se dire quelle est la plus-value, en quoi est-ce que ça contribue, comment est-ce que ça va s'intégrer dans le quartier. On a tous et toutes cette préoccupation-là. Et moi, comme mairesse de Ville-Marie, mais déjà alors conseillère de ville dans l'arrondissement de Ville-Marie, j'avais cette préoccupation-là. Mais je me suis dit,
ben coudonc, il y a un contrat social, ça va bien aller, ça va bien aller. Eh bien, finalement, force est d'admettre qu'on n'arrive pas à trouver une solution et le promoteur ne souhaite pas honorer le contrat social, ne souhaite pas honorer ses obligations. Je trouve ça vraiment dommage. Mais pour moi, il est important de me tenir debout, non seulement comme mairesse de Ville-Marie, mais comme mairesse de Montréal, pour dire qu'il faut défendre le logement social, il faut défendre la mixité sociale, économique et culturelle. Il faut s'assurer que lorsqu'il y a un contrat social, il est respecté. Ce n'est pas optionnel, c'est une nécessité. Alors aujourd'hui, ce sur quoi on se prononce, c'est un changement de règlement afin de revenir au projet initial. Le projet initial, c'était 5 tours avec différentes hauteurs, si je peux dire, et une 6e tour qui, elle, à la base, initialement, devait se limiter à 4 étages, tel que le stipule le plan d'urbanisme. Alors, nous, aujourd'hui, c'est ce que nous demandons, un avis de motion pour qu'au prochain conseil municipal, nous puissions changer, pas changer, mais revenir au plan initial au niveau de la densité sur ce territoire. Et j'aimerais également en profiter pour dire à quel point cette situation malheureuse me rappelle à quel point c'est important le règlement sur l'inclusion, ce qu'on appelle le 20-20-20. Pourquoi il est tellement important? Parce qu'il faut sortir de cette dynamique de négociation à la pièce où le logement abordable et social devient optionnel. Si on veut demeurer une ville abordable, si on veut demeurer une ville qui est compétitive, une ville qui est attrayante, où les investisseurs et les étudiants et les travailleurs et les familles veulent demeurer, on doit garder l'abordabilité. Et donc, tant mieux, je suis heureuse aujourd'hui de pouvoir dire que bien que cette situation ne soit pas celle qu'on envisageait, mais je peux vous dire qu'avec le règlement sur l'inclusion dont on a discuté ici, qu'on va continuer à discuter parce que ça va aller à l'OCPM et qu'il sera effectif à partir de 2021, c'est la voie à suivre. Ça vient concrétiser à quel point on avait besoin de cette audace-là. On a besoin de mettre nos pieds à terre parce que, encore une fois, la force de Montréal, c'est son côté abordable, mais surtout, c'est sa mixité et ça, on y veille au grain. Merci. Merci beaucoup, Madame la mairesse. La parole à Monsieur Rotran. Merci, Madame la Présidente. Je suis conseiller indépendant. Je n'ai pas de grandes ressources. Je fais mon mieux d'être au courant de chaque dossier, mais c'est très difficile. Je compte sur les arguments mis de l'avance par l'administration et l'opposition officielle, parfois de m'aider avec ma compréhension. Je connais ces dossiers parce que c'est déjà passé le Conseil, mais effectivement, ce n'est pas une que j'ai suivie tout le temps. J'ai une question pour Madame la mairesse. Est-ce que ce changement de règlement est fait sans le consentement du promoteur qui a eu des droits avec l'ancien règlement que ce Conseil a adopté? Ce que je comprends effectivement est que l'administration a fait un plaidoyer pour avoir une politique 20-20-20 que j'ai voté contre parce que je ne crois pas, que la ville a les moyens de détruire et réduire la pauvreté. Ce n'est pas mission municipale, ça appartient largement au gouvernement supérieur. Deuxièmement, effectivement, le rôle de la ville doit être de forcer les gouvernements de confronter les problèmes de pauvreté et abordabilité. La ville ne peut pas se substituer pour le gouvernement du Québec ni le gouvernement du Canada, même que la ville peut faire le lobby pour celle qui a besoin de ce type de logement. J'ai dit au Conseil, dans mon argumentaire, que M. Baudrine trouvait difficile à accepter, que la politique 20-20-20 va probablement produire moins de logements sociaux et moins de logements abordables, et c'est probablement la meilleure chose qui est jamais arrivée à l'agglomération de Longueuil, qui va probablement chercher beaucoup de nouveaux développements, surtout avec les REM qui viennent, et selon le gouvernement de CAQ, éventuellement le prolongement de la ligne jaune aussi. Il y a un lien direct entre la densification proche des stations de transport en commun lourdes et le développement. On revient ici. Dans ce projet, j'aimerais savoir ce que la mairesse propose est effectivement d'imposer un changement qui
retire des droits qui étaient donnés aux promoteurs actuels. Ça me semble qu'on amène à un litige relativement majeur. Il n'y a personne qui est contre l'idée de trouver des solutions à la besoin des logements abordables et les besoins des logements sociaux. Mais la Ville de Montréal semble de penser que ce socialisme en une ville et que, avec ses outils très faibles, trouver des solutions qui appartiennent à eux. J'aimerais que Mme Plante clarifie ça pour moi. Merci. Merci, M. Rotran. Madame la mairesse. Droit de réplique et je ne vais pas entrer dans une argumentation avec vous, M. Rotran, donc parce qu'effectivement, c'est un dossier qui existe depuis vraiment plusieurs années, donc je vous invite à en prendre connaissance, puis on pourra s'en jaser à ce moment-là. Mais au final, vous comprendrez que je n'ai pas demandé la permission au promoteur pour passer cet avis de motion aujourd'hui, avec raison. Et pour ce qui est, bien sûr, nous nous sommes assurés de travailler avec l'ensemble des services de la Ville pour que nous sommes dans nos droits. Je vais me limiter à ça. Merci. Merci beaucoup, Madame la mairesse. Alors, ce point est adopté. Monsieur le leader. Ce point est adopté avec la dissidence de Monsieur Rotran. Monsieur le leader de la majorité, si vous me permettez, alors l'équipe technique nous demande une petite pause de 5 minutes pour corriger la couleur sur certaines images de la web diffusion. Alors nous allons suspendre pour 5 minutes et nous reviendrons très rapidement. Merci.
Bon, mais... Alors, la cloche sonne depuis environ 3 minutes et je vous invite à reprendre place. On va reprendre les travaux. Merci. Alors, désolé pour cette petite pause imprévue. Monsieur le leader de la majorité, on va reprendre avec notre ordre du jour. Avec grand plaisir, Madame la Présidente, et ça nous amène à l'item 302, qui est l'approbation du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du Conseil municipal tenu le 19 août 2019. Le procès-verbal est adopté. Oui. En passant, Madame la Présidente, j'avais dit 14h30, mais c'est 14h. On me signale que c'était à 14h que nous avons des invités pour l'émotion. Alors, si vous le permettez, je modifierai la séquence tout de suite pour amener 15h03, mais la mairesse n'est pas là. Je pourrais attendre que la mairesse soit de retour. Le chapitre 15, le point 1502, 1503. Oui, attendez, je vais vous demander de 1501. m'attendre une seconde, là, parce que je viens de réaliser que j'ai besoin de la mairesse quand même pour Il présenter. n'y a pas d'autre chose qu'on peut approuver entre-temps? C'est ça, exactement. On va retourner. Vous me pardonnerez, là, on va meubler, on va retourner au 4. Parfait, allons-y. En 401, on va déposer la liste des contrats octroyés par le comité exécutif. Personne. C'est déposé. En 402, on va déposer la liste des subventions octroyées par le comité exécutif. C'est déposé. En 403, on va déposer la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires. Alors, j'ai M. Perry. À vous la parole. Alors, merci, Madame la Présidente. J'ai 2 interventions, 2 commentaires et puis une question. Le premier, c'est à page 2 des 44 du 4.3, Sanivac. Bon de commande le 1er août 2019. Bon vert pour service de nettoyage de puiseurs et des lignes d'égouts Honsic-Cartierville pour 20 997,50. Alors, en juin et en août 2018, notre formation s'est fortement opposée à l'octroi d'un contrat à l'entreprise Sanivac en raison du fait que l'entreprise, alors appelée Kelly Sanivac, a plaidé coupable en 2017 pour sa participation à des stratagèmes de trucage d'offres en vue d'obtenir des contrats municipaux. L'entreprise Kelly Sanivac a été inscrite au registre des entreprises non admissibles au contrat public. Alors, on comprend que l'entreprise soit inscrite auprès de l'AMP et que vous êtes libre donc d'octroyer un contrat. Ce que nous souhaitons cependant, c'est que vous fassiez preuve d'une grande vigilance. Un autre commentaire, c'est à la page 28 et 44 du rapport, Uniforme personnalisé Inc. Pour du 20 août 2019. Alors, achat des mobiliers du bureau pour le cabinet de la mairesse et du comité exécutif pour 2 797,92. On n'a pas de problème avec l'achat du bureau, mais nous souhaitons obtenir des précisions concernant un contrat octroyé par le cabinet de la mairesse et comité exécutif à l'entreprise Uniforme personnalisé. Comme le nom l'indique, cette entreprise est spécialisée en production d'uniformes de travail et de vêtements de sport et on achète un mobilier de bureau. Alors, pourquoi? Ma question est sur la page 9 de 44, JTEC, en date du 26 août, exécution des travaux généraux pour des projets mineurs, commission des services électriques, alors pour 6 396 143,76. Alors, comme lors du mois précédent, nous demandons des précisions concernant l'octroi par la Commission des services électriques de Montréal des contrats de 6,4 millions de dollars à l'entreprise JTEC spécialisée dans la distribution électrique des télécommunications et câblodistribution. Alors la question, est-ce que ces sommes attribuées par des travaux dits généraux touchant des projets mineurs étaient pour un usage urgent?
Ou est-ce que la procédure de la CSEM est d'attribuer des contrats d'une telle envergure sans les passer par un sommaire décisionnel? Alors, est-ce que c'était des travaux urgents ou est-ce que c'est la procédure normale? Merci, M. Perry. La parole à M. Ouellet, ou, excusez-moi, M. chef de l'opposition. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais revenir un petit moment sur le contrat qui a été mentionné par mon collègue Dominique Perry, notamment celui à Sanivac, dans Hatzik-Cartierville. Ce que j'essaie de comprendre, c'est la position de l'administration sur ce genre de situation. Je m'explique. Nous savions qu'en janvier 2018, il y avait des contrats qui devaient être octroyés à Minimax. Nous avons levé le drapeau. L'administration, à ce moment-là, elle nous avait expliqué comme quoi ils n'avaient pas le choix. C'était le plus bas soumissionnaire. Et puis, il n'y avait rien à faire. Nous avons soulevé qu'elle était sous enquête par le ministère de l'Environnement, entre autres. Nous apprenions évidemment que janvier 2019, cette même firme, Minimax, fut inscrite sur le RENA, les registres des entreprises non admissibles à des contrats. Et donc, dans les 60 jours, tout organisme public, notamment municipalité, avait l'obligation de rompre leur contrat avec ces firmes-là. Ce qui a été fait par l'administration. Ils ont fait appel à la caution et à cette caution-là, ils ont donné un contrat à une firme Rouville, qui, comme par hasard, appartenait et était contrôlée par la conjointe du propriétaire de Minimax. À ce moment-là, on est en mars 2019, l'administration, la mairesse avait dit, entre autres, comme quoi elle est mal à l'aise, mais que le cadre juridique ne permet pas de choix de faire affaire avec cette compagnie référée par la caution. On était tous mal à l'aise. C'est quelque chose qui a été soulevé, notamment par l'attaché de presse de Mme la mairesse, comme quoi il y avait une lettre qui avait été envoyée par M. Lamontagne à l'inspecteur général, ou plutôt à M. Maître Denis Galland, le président de l'AMP. Pourtant, nous étions au courant de cette situation-là. Nous avons déposé une motion en 2018. Mais ce qui est intéressant, c'est que suite à l'évolution du dossier, au mois de juin 2019, la mairesse, elle avait nuancé, pour ne pas dire changé de position, avec ces mêmes contrats aux cautions. Elle avait dit, je cite, « On faisait affaire avec un grand joueur avec lequel on a décidé de cesser de travailler parce que ces pratiques étaient inacceptables. On ne va pas travailler avec une entreprise qui est délinquante, c'est hors de question. » Fin de citation. Ce que j'essaie de comprendre, c'est qu'on est exactement dans le même cas de figure avec Sanivac. Nous avons présenté une motion l'année passée où Sanivac avait été trouvé coupable en vertu de la loi sur la concurrence. Elle a plaidé coupable sur des enjeux, des accusations de trucage, mais elle s'était organisée pour transférer tous ses avoirs, toutes ses entreprises, tous ses actifs à une autre compagnie, celle qui est devant nous. Alors j'essaie de comprendre à l'administration pourquoi est-ce que dans le cas de Minimax, c'est hors de toute question, mais dans le cas de Sanivac, c'est acceptable. J'espère avoir une réponse. Merci beaucoup, M. chef de l'opposition. M. Ouellet, à vous la parole. Alors, merci Madame la Présidente. Donc, pour répondre à mon collègue Perry, il faut savoir qu'au niveau de la Commission des services électriques, ça a un statut juridique particulier. Donc, la Commission des services électriques, depuis déjà plus de 100 ans, a été créée via une loi du gouvernement du Québec, donc sa propre loi. Mais contrairement à la STM, ou contrairement par exemple à des paramunicipales, ça a un autre statut juridique. C'est-à-dire que dans les faits, il est mandataire pour la ville. Par contre, il a son propre vérificateur interne et il a évidemment au niveau son propre conseil d'administration. Ce qui fait en sorte que ici, quand on voit au conseil municipal, et je vois M. Greffier qui me fait des gros yeux, donc peut-être que vous allez pouvoir m'aider, étant donné que c'est des choses un peu plus juridiques. Mais ce qu'on voit ici au conseil municipal, donc c'est souvent, par exemple, des changements au niveau du règlement, également au niveau finalement du PTI. Mais pour ce qui est des choses courantes, ça passe dans le 0403. Mais ce n'est pas une gestion. Dans le fond, ils nous le font parce que ça apparaîtrait nulle part au conseil municipal. Donc, dans le fond, le pouvoir. Donc, là, je vais vous lire la phrase qu'on a eue de M. Serge Boileau, donc le président, suite à l'intervention du mois dernier.
Donc, dans le fond, la CSEM a le pouvoir d'octroyer ses contrats via des résolutions de son conseil d'administration. Le nom qui apparaît au tableau des factures et bons de commande est celui de notre chef comptable, qui a la responsabilité d'inscrire nos dépenses dans le système. En l'occurrence, le paiement d'un décompte progressif d'un entrepreneur, mais pas celle d'accorder les dites dépenses qui, elles, relèvent de la direction. Donc, dans le fond, c'est une façon de nous, en tant que conseil, de voir les débourser de la Commission des services électriques, parce qu'il n'y a pas d'autres mécanismes qu'il faut faire ça. Donc, c'est un peu la question. Et c'est pour ça qu'avec, par exemple, nos ententes cadres, comme par exemple Hydro-Québec, si vous faites le tableau 0403, vous mettez ça sur un an, vous voyez là, le top 3, c'est Hydro-Québec, Gaz Métro qui est maintenant Énergir. Sinon, des contrats de la Commission des services électriques. Donc, c'est pas justement des petits montants, c'est la façon qu'on peut le voir au Conseil. Merci. Merci beaucoup, M. Ouellette. M. Parenteau. Merci, Madame la Présidente. Alors, pour répondre à mon collègue, M. Perry, M. Perez, dans le cas de Sanivac, alors les cas de figure, vous l'avez présenté, il y en aura probablement d'autres aussi. On a toujours la contrainte du plus bas soumissionnaire conforme. Dans le cas, quand vous parlez de Sanimax, puis la caution, et finalement, c'était pas nous qui donnions le contrat, c'est la caution on faisait appel à la caution. Et la compagnie d'assurance donnait sa référence. Dans ce cas-ci, on n'était pas d'accord avec la référence, on en a fait part au BIG. Et dans chaque cas, ce que vous voyez, on le voit aussi. Et comme M. Perry disait, je pense que ça demande une grande vigilance, ce qu'on fait avec Sanivac. Et dans le cas présent, l'adjudicataire est conforme. On assume la conformité et on va donner ce contrat-là. Mais effectivement, on a toujours des réserves, on a toujours des bémols, mais tel que présenté présentement, nous devons aller de l'avant avec ce contrat. Merci beaucoup, M. Parenteau. M. le chef de l'opposition. Madame la Présidente, je pense que mon collègue, M. Parenteau, devrait revoir qu'on est dans le 4.03. On n'est pas dans une situation où il y a un appel d'offres avec plusieurs soumissionnaires. On est dans des décisions déléguées. On parle d'un contrat de 20 000 $ qui a été donné à Hatzikanserville. Donc, ce n'est pas dans un contexte de plus bas soumissionnaire. Ce n'est pas dans un contexte où il y a eu plusieurs offres et soumissions qui ont été données, mais tout simplement, il y a quelqu'un qui a décidé d'octroyer ce contrat de gré à gré. Alors, avec respect, je ne pense pas que la réponse qu'il m'a donnée est applicable, aucunement. Et au contraire, si on a la capacité d'éviter de donner des contrats avec des compagnies où il y a justement un questionnement éthique, on devrait collectivement le faire et non seulement souligner comme quoi on a une problématique juridique. Merci, Monsieur le chef de l'opposition. Alors, ce point est adopté. Monsieur le leader, en fait, ces documents sont déposés. Absolument. Monsieur le leader. Et Madame la Présidente, tel que convenu, je vais passer à l'item 1503, qui est la déclaration pour le mois de l'héritage latino-américain. Je cède la parole à la mairesse Valérie Plante. Merci beaucoup, Monsieur le leader. Alors, la parole à Madame la mairesse. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir vous parler de cette déclaration pour le mois de l'héritage latino-américain. Ma collègue, Mme Popeanu, va prendre la parole par la suite. Alors, la communauté latino-américaine de Montréal est vibrante et elle contribue de mille et une façons au dynamisme de notre ville. Grâce à ses créateurs, à ses entrepreneurs, à ses innovateurs et à ses acteurs sociaux qui sont très engagés. De nombreux membres de la communauté latino-américaine ont choisi de s'établir à Montréal après avoir quitté leur pays d'origine. Ils sont aujourd'hui plus de 100 000 à habiter Montréal, ce qui représente 10 % de la population montréalaise née à l'étranger. C'est beaucoup et c'est avec beaucoup de plaisir que nous les côtoyons au quotidien. L'année dernière, grâce au travail de l'organisation Héritage hispanique Québec, le gouvernement du Québec a adopté une loi faisant du mois d'octobre le mois du patrimoine hispanique. Le gouvernement fédéral a fait de même et a adopté une loi faisant d'octobre le mois du patrimoine latino-américain. Montréal n'est pas en reste. Nous déclarons en effet aujourd'hui que le mois d'octobre sera désormais le mois de l'héritage latino-américain. Une quinzaine de groupes montréalais se sont alliés pour organiser cette célébration de la culture latino-américaine et c'est avec fierté que nous soulignerons avec la table de concertation du mois de l'héritage latino-américain le premier mois de célébration. De nombreuses activités seront offertes tout au long du mois d'octobre et permettront de faire rayonner l'héritage latino-américain, en plus de mieux faire connaître la communauté à l'ensemble de la population montréalaise. Je tiens à saluer chaleureusement les membres de la table de concertation du mois de l'héritage latino-américain à Montréal
qui a œuvré à faire de ces célébrations une réalité. Je tiens à souligner plusieurs de ses membres: Action Développement du Canada, le Laboratoire interdisciplinaire d'études latino-américaines et le Réseau d'études latino-américaines de Montréal, le Centre d'aide aux familles immigrantes, le Centre des familles latino-américaines, la Chambre de commerce latino-américaine du Québec, Hispanidad Québec, Maria Longo Rich, l'Institut latino-américain de transmission de la langue et de la culture, Hispanidad Québec, et finalement la Fondation Latin Art et Maison des Amériques. Et enfin, il ne faut pas l'oublier, Héritage hispanique Québec, qui, en effet, ont fait un travail remarquable, entre autres, pour amener à cette déclaration et pour tout l'ensemble des festivités qui s'en viennent. Alors, j'invite tous les Montréalais, Montréalaises, bien sûr, à participer au tout premier mois de l'héritage latino-américain. Et nous vous invitons, bien sûr, chers collègues, à appuyer cette déclaration que ma collègue, Mme Popeanu, va nous lire dans quelques instants. Merci beaucoup. Merci, Mme la mairesse. La parole à Mme Popeanu. Oui, merci Madame la mairesse, merci Madame la présidente. Donc, permettez-moi de vous lire cette déclaration pour le mois de l'héritage latino-américain. Attendu que la communauté latino-américaine représente un important groupe social au sein de la communauté montréalaise. Attendu que, selon le recensement de 2016, 104 285 résidentes et résidents de Montréal sont nés dans un des 19 pays latino-américains, incluant le Brésil, ce qui représente, comme Madame la mairesse le soulignait, 10% de la population née à l'étranger. Attendu que 135 410 Montréalais et Montréalaises s'identifient comme ayant des racines en Amérique latine, du Sud ou centrale. Attendu que la population montréalaise d'origine latino-américaine, en tant que deuxième minorité linguistique issue de l'immigration et troisième minorité visible, après les Noirs et les Arabes, constitue un élément indissociable de la vie sociale, économique et culturelle de Montréal. Attendu que le gouvernement du Québec a adopté en juin 2018 une loi faisant du mois d'octobre le mois du patrimoine hispanique. Attendu que le gouvernement fédéral a adopté aussi en juin 2018 une loi faisant du mois d'octobre le mois du patrimoine latino-américain. Attendu que le premier mois de l'héritage latino-américain sera célébré à Montréal en octobre. Attendu que le mois de l'héritage latino-américain vise à favoriser la convergence et le rayonnement des expressions sociales et culturelles émanant de la population issue de l'immigration, dans le but de les valoriser et de mieux les connaître. Attendu qu'il est crucial de mieux faire connaître les riches contributions des membres de la communauté latino-américaine comme créateurs, entrepreneurs, innovateurs ou acteurs sociaux engagés afin de combattre les préjugés et de favoriser leur pleine intégration. Attendu que l'objectif du mois de l'héritage latino-américain converge avec les efforts de la Ville de Montréal dans ses travaux de promotion des relations interculturelles et de lutte contre les discriminations, il est proposé par Valérie Plante, la mairesse de Montréal, et appuyé par moi-même, responsable de la culture et de la diversité, que la Ville de Montréal déclare le mois d'octobre mois de l'héritage latino-américain, que la Ville de Montréal célèbre le premier mois de l'héritage latino-américain avec la communauté, que la Ville de Montréal souligne l'apport de la communauté au développement et au rayonnement de Montréal, et que la Ville de Montréal continue de faire la promotion des différentes cultures qui façonnent son paysage, dont la culture latino-américaine, afin de promouvoir l'inclusion et de lutter contre les discriminations. Merci. Merci beaucoup, Mme Popeanu. Alors, la parole à M. Corville. Madame la Présidente, Montréal est une ville riche de ses diverses communautés, ainsi que de leur apport à la vie politique, culturelle, économique et sociale. Montréal est une ville fière de sa diversité. C'est la porte d'entrée de l'immigration pour le Québec et le Canada, que ce soit pour les réfugiés, les travailleurs qualifiés, les étudiants ou même les investisseurs. La métropole a une identité plurielle et le patrimoine de la diversité culturelle, notamment celui de la culture hispanique, est palpant. Ce sont 93% des Québécois d'origine hispanique qui résident à Montréal. Rappelons que le gouvernement fédéral a instauré un projet de loi désignant le mois d'octobre comme mois du patrimoine hispanique et que le gouvernement du Québec, l'année dernière,
avec l'aide de Mme Alexandra Rigaldo, a déposé un projet de loi qui va dans le même sens. Donc, j'aimerais, avant de passer la parole à Mme Deros, vous dire quelques mots dans la langue de Cervantes. Montréal es una ciudad multicultural, quiero desear a nuestros ciudadanos hispanos un feliz mes de celebración. Invitos a los miembros de la Junta a participar en las numerosas actividades que tendrán lugar en el mes de octubre. Bon mois de l'héritage hispanique à tous nos citoyens d'origine hispanique. Gracias. Merci beaucoup, M. Corville. La parole à Mme De Ross. Merci, Madame la Présidente. Buenos días. Alors, la culture hispanique a longtemps été célébrée à travers ces événements partout au pays, donc à Montréal. La communauté latino-américaine a commencé à arriver dans la métropole dans les années 60 et s'est établie dans notre arrondissement, Villeray-Saint-Michel, par extension, dans les années 70. Et aujourd'hui, Villeray-Saint-Michel, par extension, possède une communauté latino-américaine riche. 6% des familles ont pour langue principale l'espagnol, donc 9% des familles de mon district, et de Saint-Michel, de plus 16% de tous les Québécois d'origine latino-américaine sont établis dans notre arrondissement. J'aimerais quand même mentionner que Angela Sierra de Latinarte, ça fait plus que 12 ans qu'elle célèbre un mois riche de différentes activités, des expositions, des artistes et de toutes sortes de talents latino-américains depuis plus que 12 ans. Et j'aimerais la remercier. J'aimerais aussi remercier Alexandra Rigaldo pour tout le travail qu'elle avait fait pour que aujourd'hui on peut souligner et fêter le mois des latino-américains, l'héritage latino-américain à Montréal. Ils sont ouverts dans tout type de commerce, des professionnels, beaucoup des artistes, beaucoup des familles qui sont très bien intégrées. Ils parlent très bien le français et je les félicite. Chaque communauté culturelle contribue à rendre notre métropole unique et assure son rayonnement au niveau national et international. Alors, vive la diversité à Montréal et la communauté latino-américaine. Merci. Merci beaucoup, Mme Rossi. Mme Rossi, excusez-moi, Mme De Ross. La parole à M. Sari. Très simple, Madame la Présidente. Señora Presidente, Señor Alcalde, juste agrega mi nombre comme secondador. Juste ajouter mon nom comme appuyeur. Merci. Merci beaucoup, M. Sari. Alors, cette déclaration est adoptée. Monsieur le leader, en fait, avant de vous donner la parole, j'ai reçu des consignes comme quoi on entend des cellulaires sonner et donc on vous demanderait, si possible, d'éteindre vos petites sonnettes de téléphone en salle du Conseil, s'il vous plaît. Monsieur le leader, à vous la parole. Bien sûr, Madame la Présidente, cela nous amène à l'item 1502, qui est la déclaration pour la Journée mondiale de mobilisation pour le climat. Et je laisse la parole à la mairesse de Montréal. Merci. Madame la mairesse, à vous la parole. Merci, Madame la Présidente. Alors, je vais prendre la parole pour ensuite la laisser à ma collègue, Madame Laurence Lavigne-Lalonde, qui est la responsable de la transition écologique au sein de notre comité exécutif. Je sais que vous avez tous lu la déclaration. Elle est longue, mais je pense que ça montre à quel point on avait du contenu à partager. On trouvait très, très important de faire une déclaration pour la Journée mondiale de mobilisation pour le climat. Tout d'abord parce que à Montréal, la mobilisation a toujours été forte. On voit qu'il y a un mouvement de mobilisation à travers la planète, mais ici, à Montréal, au Québec, les jeunes ont pris la rue tout le printemps, très, très mobilisés, très motivés. Et je ne vous cacherai pas que je trouve que c'est absolument remarquable. Remarquable parce que si nos jeunes prennent cette cause sur leurs épaules, et je pense qu'ils sont très conscients qu'ils sont ceux et celles qui vivront les impacts déjà très importants pendant leur vie, là. Alors nécessairement pour nous aussi, mais pour eux, ça devient encore plus réel. Alors je me réjouis qu'autant de jeunes
se mobilisent pour la planète. Cette déclaration, elle met bien sûr en place tous les éléments, les faits, parce qu'au final, quand on parle de changement climatique, c'est bien réel. Quoi qu'en disent certaines personnes ou même certains mouvements ou certains politiciens ici ou ailleurs, il n'est pas question de savoir si oui ou non il y a des changements climatiques. La question est de dire, le débat devrait être sur qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Tous les paliers de gouvernement, tous les États, on doit travailler ensemble pour trouver des solutions. Et bien sûr, chez nous, on n'y échappe pas, que ce soit au niveau fédéral, au niveau provincial et au niveau des villes. On a tous un rôle à jouer pour lutter contre les changements climatiques de façon efficace. La Ville de Montréal, nous aussi, on a vraiment un très grand rôle à jouer, entre autres parce qu'on voit les impacts directement de ce qui se passe quand il y a des changements climatiques, les inondations étant l'exemple le plus fort. Mais n'oublions pas la vague de chaleur il y a 2 ans, l'année dernière, pardon, qui avait fait une 60aine de morts. C'est horrible, c'est inacceptable. Alors on les vit ici aussi et la Ville de Montréal doit agir. Je ne vous dirai pas qu'on a toutes les réponses et que notre administration est parfaite quand il est question de lutte au changement climatique. Je ne vais pas me targuer d'une étiquette de pureté ou de tout est beau, tout est fait. Non, parce que c'est un dossier d'une telle ampleur qu'il faut pouvoir le prendre, saisir toutes les occasions. Puis des fois, on n'a pas encore les réflexes. Et il faut trouver des façons de se rendre, des chemins pour prendre les bonnes décisions et trouver des solutions. Mais une chose que je peux vous garantir, par exemple, c'est que notre administration n'est pas et ne sera jamais climato-attentiste. Jamais. On va toujours reconnaître qu'il y a des problèmes, qu'il y a des changements à faire et on va s'y attaquer. Que ce soit avec l'achat d'espaces verts ou des pistes cyclables ou encore de réduire la place de la voiture, on va faire tout ce qu'on peut. Tout ce qu'on peut. Et je sais que l'ensemble des collègues dans cette Chambre et le message que l'on doit porter avec cette mobilisation-là le 27 septembre, c'est de dire « Entendez-nous » et je veux qu'on nous dise « La Ville de Montréal, écoutez-nous » parce que nous avons un rôle à jouer pour trouver des solutions pour le futur. Et en plus, cette année, écoutez, on a la jeune Greta Thunberg qui va être avec nous. Et je tiens absolument à saluer son courage. Je trouve ça déplorable, une tristesse inouïe que certains s'attaquent à cette militante, à cette jeune femme, parce qu'elle est jeune, parce qu'elle est une femme, et parce qu'elle a des convictions et qu'elle les porte haut et fort. J'aurais envie de dire, ceux qui tentent de la ridiculiser devraient avoir honte. Parce on entend souvent dire que les jeunes ne s'impliquent pas assez, qu'ils sont un peu apathiques, qu'ils s'en fichent, mais ils s'en fichent pas. Alors, on ne devrait jamais dénigrer des jeunes, une jeune femme qui décide de voguer, c'est le cas de le dire, jusqu'à l'au bout du monde pour porter un message qui est fort. Alors, je nous invite tous et toutes, le 27 septembre, à aller marcher. Et encore une fois, à nous inviter, je nous invite comme membre de ce conseil à remettre en question et à toujours se mettre au défi de trouver des solutions. Ensemble, on est plus fort et ensemble, on va être capable de trouver les bonnes solutions pour accompagner la population montréalaise et québécoise dans le plus gros défi de l'humanité, le plus gros défi qui est celui des changements climatiques. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. La déclaration est adoptée. Il n'y a pas de non sur. Monsieur le leader de l'opposition. Excuse-moi, je m'attendais à Mme Laurence Lavigne-Lalonde de prendre la parole, mais pas de problème. Alors, Ensemble Montréal va appuyer la déclaration, Monsieur le Président. Moi-même, ainsi que plusieurs de notre formation, seront présents le 27 septembre prochain pour justement démontrer notre volonté, notre nécessité de pouvoir agir sur ce grand défi sociétal à notre égard. Et puis, je rejoins énormément des points que la mairesse a soulevés, notamment sur la nécessité d'agir de façon concrète. On est tous d'accord qu'on a un long chemin devant nous, qu'on a évidemment beaucoup de défis, qu'il y a beaucoup de joueurs, de parties prenantes sur lesquelles on doit pouvoir agir, que ce soit au niveau des différents paliers du gouvernement, que ce soit à travers les différentes industries, que ce soit à travers les différents législateurs. On a énormément à faire. On est conscient et on partage évidemment les préoccupations qui ont été soulevées.
Alors la question est de savoir, hormis une déclaration, hormis qui est importante, on a besoin évidemment de souligner, de réaffirmer, de sensibiliser, de répéter au sein de la population. Mais nous l'avons fait à plusieurs égards déjà au niveau de la ville. Évidemment, il y a eu déjà plusieurs déclarations qui ont été adoptées dans cette même Chambre. Nous avons évidemment, en décembre 2017, l'endossement de la Charte de Chicago sur le climat. Nous avons la déclaration en mars 2018 pour le Journée de la Terre. En juin 2018, la déclaration d'Edmonton. Septembre 2018, déclaration où Montréal reconnaît l'urgence d'agir dans l'action climatique. Évidemment, septembre 2018, encore une fois, des nouveaux engagements suite au sommet mondial d'action pour le climat de San Francisco. Décembre 2018, la ville a annoncé la signature d'une entente de collaboration avec le C40, la Fondation David Suzuki, la Fondation de la famille Trottier. Et nous savons qu'il y a eu quand même certains efforts de la part de la ville à différents égards. Nous savons qu'il y a eu certaines décisions dans cette même enceinte à cet égard-là. Nous savons également que la mairesse, son administration, a mis sur pied le programme d'achat du crédit carbone éducatif. On sait également que la mairesse a été nommée ambassadrice mondiale de ICLE pour la biodiversité locale. Nous avons quand même plusieurs défis. Hormis ces déclarations, ces démonstrations d'une bonne volonté, il y a eu évidemment d'autres éléments. Il y a évidemment une porte-parole maintenant qui parle de la résilience ainsi que le changement climatique. Il y a évidemment certaines motions qui ont été adoptées afin de restreindre l'utilisation du plastique. On sait également qu'il y a eu une motion pour justement encourager d'utiliser encore plus l'économie circulaire. Mais on a vu également des failles au niveau de la ville. Des failles avec la situation notamment de Millimax, la fermeture des écocentres, la gestion avec Rebus Solide. Nous savons également comme quoi il y a eu une volonté d'aller de l'avant avec l'interdiction du mazout qui sera fait éventuellement, l'amélioration de la qualité de l'air dans l'Est. Ce sont des mesures un peu plus concrètes au-delà tout simplement de certaines déclarations. Si on veut aller de l'avant, je pense que collectivement on doit réfléchir comment est-ce qu'on peut effectuer des changements qui sont plus structurants. Des idées ne sont pas nouvelles, c'est des choses que nous avons entendues de part et d'autre, mais est-ce qu'on devrait, par exemple, clarifier les GDD? On a une section de développement durable où très souvent c'est tout simplement une mention, pour ne pas dire l'acronyme très limitatif quant à l'aspect véritable de ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut voir également la capacité de comment est-ce qu'on peut voir toute l'empreinte de carbone empreinte à travers nos différents contrats? Nous avons également la capacité de faire cela. Donc, on va appuyer la motion, mais je pense que et l'administration et nous collectivement dans nos arrondissements, on se doit de faire encore plus de façon très concrète. C'est au municipal qu'on peut faire beaucoup. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Pérez. Madame Lavigne-Lalonde. Merci. J'ai vraiment beaucoup aimé l'enthousiasme de la mairesse par rapport à ce dossier-là parce qu'on parle souvent de la crise climatique avec un ton un peu défaitiste parce que oui, il y a une urgence, oui, on doit agir aujourd'hui, maintenant, parce qu'on est face à un mur. Mais je pense que si on veut justement mobiliser des gens, que les gens aient envie de marcher avec nous, que les gens aient envie de participer avec nous à ce grand mouvement collectif pour trouver des solutions, il faut aussi qu'on soit capable de dire il nous reste encore un carré de sable, il nous reste encore une opportunité d'agir, faisons-le ensemble, faisons-le avec le sourire, faisons-le dans un esprit positif parce que c'est tellement plus facile de se battre ensemble quand on se bat dans cet esprit-là. Donc je remercie beaucoup la mairesse pour son énergie positive dans ce dossier-là, comme dans beaucoup d'autres, mais j'ai bien aimé le ton de sa prise de parole. On ne le dira jamais assez, la crise climatique, c'est la plus grande crise que l'humanité aura vécue à ce jour. Et
la mairesse a mentionné les éléments auxquels nous, Montréalais, on peut être plus touchés, les inondations, le verglas, les tempêtes qu'on va voir de plus en plus sur notre territoire. Mais je pense que là où il y a quelque chose de très important et qu'on peut faire un lien avec ce qui se passe le 27 septembre, c'est le besoin qu'on a d'être solidaire face à cette crise qui nous touche tous. Parce que, oui, un jour, on devra peut-être ouvrir la porte de chez nous pour accueillir quelqu'un, comme on le mentionnait durant les canicules, par exemple, pour être proche de ses voisins, connaître son entourage pour pouvoir se serrer les coudes et travailler ensemble. Mais au-delà de ça, l'air n'a pas de frontières, l'eau n'a pas de frontières et notre action quotidienne a un impact sur le reste de la planète, a un impact sur les pôles nord, sud, sur l'ensemble des continents. Et donc, je pense que la solidarité, c'est vraiment le message le plus fort qu'on peut porter dans cette bataille-là. Parce que ensemble, il faut qu'on agisse et parce qu'il y a des gens qui sont plus vulnérables et qui seront touchés avant nous. Et le message qu'on peut porter, nous, dans nos sociétés plus riches, dans les sociétés où on a une meilleure qualité de vie, c'est d'être solidaire envers l'ensemble de nos concitoyens. Et je vais vous lire les résolus, mais avant de vous lire les résolus de cette déclaration qui fait déjà mention de beaucoup de choses extraordinaires qu'on fait à la Ville de Montréal parce qu'on a pris ce dossier-là à cœur, j'aimerais vous dire qu'on parle toujours des générations futures quand on parle de la crise climatique et de ce qu'on devrait faire pour les générations futures. Et au-delà de dire génération future, j'aimerais vous dire que moi, personnellement, ce que j'ai envie de dire à ma fille, c'est pas qu'on aura sauvé la planète pour elle, mais ce que j'ai envie de lui dire, c'est que j'espère lui envoyer un message où je vais pouvoir dire collectivement, on s'est serré les coudes, puis on s'est battus ensemble. Puis c'est ça que j'ai envie de lui dire. J'ai envie de lui dire que collectivement, on va avoir fait ça, tout le monde ensemble, puis qu'on va avoir chacun individuellement fait un changement dans notre vie pour que ça marche. Fait que fini les batailles de qui fait quoi. On peut juste tous se mettre ensemble, puis le faire, puis serrer les coudes, puis envoyer un message positif, puis dire que collectivement, on aurait écrit la plus belle histoire de l'humanité. C'est ça que j'ai envie qu'on dise. Donc, je vais vous inviter, comme la mairesse l'a fait, à venir marcher le 27 septembre parce qu'on va être plusieurs, on va être nombreux. On va envoyer un message que collectivement, on a envie de se battre. Et donc, je vous invite, par cette déclaration, à marcher le 27 septembre et on invite donc l'ensemble de la population montréalaise à prendre part à cette grande marche. Que la Ville de Montréal réitère son engagement de devenir une ville carboneutre et résiliente en 2050, ça veut dire des actions concrètes qu'on a déjà commencé à faire, que la mairesse a réitéré ce matin dans ses engagements envers le gouvernement fédéral parce qu'il faut qu'on le fasse ensemble et qu'on va atteindre nos objectifs d'être carboneutre en 2050. Que la Ville de Montréal pose tous les gestes nécessaires pour atteindre les objectifs en matière de lutte au changement climatique et de réduction des GES, et que la Ville de Montréal invite la population montréalaise à se joindre à la lutte au changement climatique en posant à son tour des gestes significatifs en faveur de la protection de l'environnement. Merci. Merci beaucoup, Madame Lavigne-Lalonde. Cette déclaration est adoptée.